Je compléterai les propos de François pour dire que Bernard Quesnay, bon, outre sa grande connaissance de la pathologie et des édifices anciens, il a récemment rédigé, le guide de la maîtrise, non, du groupement des entreprises de restauration des monuments historiques sur la restauration des bétons du patrimoine. Et à ce titre, vous, je crois, vous travaillez à la formation des entreprises dans le cadre du GMH sur cette thématique particulière. C'est ça? Bon, allez-y, Bernard. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je vais effectivement développer, en l'absence de François, je vais essayer de rester sobre, hein. Je ne veux surtout pas retirer de sa matière. En tout cas, s'il aurait beaucoup ajouté, on lui doit beaucoup de choses dans la définition de ce programme d'investigation. Néanmoins, ce programme d'investigation, vous pouvez le voir ici, en fait, ce n'est pas une histoire nouvelle, puisqu'il a démarré dès 1996. En fait, à l'époque, le groupe Vicat souhaitait, bah, déjà voir si ce béton, comme la légende le disait, venait de chez eux ou pas. Bon, il y a eu toute une série d'investigations qui ont été menées et très vite, notre laboratoire a été mis à contribution. Moi-même, j'y suis allé, à la fin des années 90, enfin début 2000, avec Alain Tillier. Alors, c'était à la fois émouvant parce que la tour était fermée depuis, près de 35 ans au public. Donc, on avait l'impression de rentrer dans un antre, on ne savait pas trop ce qui nous attendait, beaucoup de désordre, beaucoup d'occupations animales et autres. C'était en plein mois de janvier. D'ailleurs, je le disais hier lors de la visite, j'en retiens le souvenir d'un gada mémorable puisque à l'escalier sommital, à l'époque, il était recouvert de glace. Il est exposé aux intempéries et les marches étaient dissimulées sous la glace et j'ai fait toute la descente sur les fesses, quoi, et voilà. Bon, à l'époque, on n'avait pas de casque, hein. Voilà, donc en fait, une succession d'investigations, à la fois pour comprendre ce béton. Plus loin. D'accord. Oui, un certain nombre d'investigations, déjà au départ pour caractériser l'origine de ce ciment et du béton aussi, mais aussi commencer à inventorier les pathologies. Si on resitue ça dans l'histoire, en fait, comme l'a dit Éric Palot en introduction, en 1995, si j'ai bien compris, donc l'ICOMOS reconnaît la valeur en fait du béton au titre du patrimoine. Et curieusement, ben, c'est à peu près l'année à partir de laquelle démarrent les premières investigations et études rapprochées, on va dire. Donc c'était aussi alors c'est amusant parce qu'aussi le titre du congrès, c'est un chantier pilote. Perret parlait aussi d'un laboratoire de construction et pour nous, c'était un laboratoire test finalement, bah, pour développer cette démarche qui était encore nouvelle, encore une fois, hein, à la fin des années 90, c'était pas coutumier d'avoir cette approche scientifique comme on l'a couramment aujourd'hui, hein, d'utiliser des matériels, très sophistiqués. Le béton, c'était un matériau d'ingénieur qui était calculé, qui était conçu un peu pour l'éternité. Enfin, on se posait pas trop de questions sur son devenir et finalement, il y avait beaucoup de questions, bah, enfin, finalement, on se rendait compte que la réalité était différente. Bref, on a commencé à caractériser les différents désordres, donc avec un peu de difficulté, parce qu'à l'époque, on manquait aussi de référentiels. Il y a eu toutes sortes d'études qui se sont donc succédées. Vous pouvez voir les intervenants. Mais bon, on a eu la chance, en tout cas avec notre laboratoire, de rester présent du début à la fin de ces interventions. Ce qui nous a permis de capitaliser aussi un certain nombre de données fort utiles pour la suite. Alors, effectivement, c'était un peu le musée des horreurs, on va dire, quand les premières visites, puisqu'on y découvrait finalement à peu près tout ce que peut révéler le béton armé en termes de défauts, hein. Alors évidemment, tout ce qui concerne les défauts d'aspect, les salissures, bon, jusqu'aux salissures un peu plus contemporaines, hein, beaucoup de graffitis, beaucoup d'interventions humaines, mais surtout beaucoup de désordres visibles, des absences de béton, des lacunes. Donc on parle des peaux-frures, hein, et avec ces armatures qui étaient béantes, qui était dans un état corrosion visuelle, en tout cas très avancé. Voilà, des lacunes, toutes sortes de. Alors, qui étaient majoritairement quand même concentrées sur l'extérieur, et en particulier les pylônes, enfin, les pylônes principaux, donc ils sont au nombre de 8, hein, on le rappelle, on le voit sur le schéma à gauche. Par contre, les éléments centraux étaient en bien meilleur état, donc tout ce qui concerne les claustras et puis voilà, et les ceintures, les enrayures. Moins de désordre visible.
L'intérieur, par contre, présentait un état relativement sain, en tout cas en apparence, même si c'était très sale. Et ce qui était à retenir, c'est qu'on voyait finalement pas de manifestations fortes, ça y est, pathologiques. Quand on commence à s'intéresser à ce sujet, on en voit partout, puis parfois des impressionnantes. C'était pas le cas ici, mis à part donc effectivement les désordres extérieurs dont j'ai parlé, mais surtout pas de grosses, manifestations de désordre structurel, même si finalement quelques années après, on a révélé, voilà, un déversement de la tour. En tout cas, c'était pas visible à l'œil nu quand on visitait la tour. C'est d'ailleurs la tour, continue, elle conserve cette, on va dire ce dévers, hein, actuellement. Alors bon, voilà un petit résumé voilà, de ces désordres donc, visibles dès le bas, hein, au niveau de la casquette, enfin de la couronne, donc très endommagée, mais qui finalement a joué aussi son rôle elle assurait probablement à l'origine un rôle de protection déjà pour toute chute d'éléments, donc ça, elle l'a bien joué jusqu'au bout. Parce que finalement, elle a résisté et pourtant elle était bien recouverte d'éléments qui avaient chuté. Donc, beaucoup de faïençage. J'es j'espère que c'est pas le début des ennuis. Ah, beaucoup de faïençage, de mise à nu d'armature, enfin bon, des coulées d'eau, de rouille, de toutes sortes, bon, le béton était parfois difficilement visible. On est aussi en plein cœur de Grenoble, donc n'oublions pas enfin, c'est pas bien de dire ça, mais la ville quand même est soumise à une pollution atmosphérique parfois non négligeable, hein, surtout dans les périodes estivales. Et forcément, bah, tout ça se retrouve, après dans le paysage et donc, probablement donc beaucoup d'effets des pollutions sulfatiques et autres. Voilà, le gros des désordres. Alors là, on est en plein dedans, donc voilà, sur les poteaux principaux avec donc vraiment la mise à nu totale, des fers filants. Là, on n'a plus besoin de radar pour déceler les flancs de ferraillage, hein, c'est assez visuel. Et aussi, on pourra, enfin, si vous observez plus finement, vous verrez aussi les cadres, ou plutôt, je dirais même l'absence de cadres ou la rareté des cadres qui sont déjà très fins. Alors, François Botton peut-être en reparlera. C'était sans doute, non pas une erreur, mais une méconnaissance de l'époque de l'utilisation des règlements du béton armé, hein. Les normes n'ont fait qu'évoluer et ces cadres étaient visiblement sous-dimensionnés et puis, particulièrement atteints par la corrosion, qu'ils avaient disparu pour beaucoup et donc de ce fait ne jouaient plus leur rôle aussi de retenue face à la poussée au vide des armatures. On verra par la suite que ça a probablement aussi, participé, on va dire, à un certain nombre de désordres. Par ailleurs, hier, en faisant la visite du chantier, les entreprises, enfin, m'ont bien évoqué le fait que par endroits où ils ont dépouillé, enfin, en tout cas, mis à nu totalement les armatures, ils ont bien remarqué que les cadres avaient pris une forme, enfin, les cadres qui étaient encore présents avaient une forme vers le bas, comme si quelqu'un avait marché dessus et ce qui était probablement vrai. En fait, à l'époque, les ouvriers utilisaient aussi des systèmes d'armature et des cadres comme échelle et à partir de là, bah, les cadres prenaient la forme, bah, de leurs pas et puis, bah, c'était comme ça, quoi. Mais peut-être qu'après, on va se rendre compte qu'il y a peut-être eu quelques conséquences sur des mouvements des cages d'armature qui n'étaient pas parfaitement bien centrés, quoi. Voilà un autre aspect. Alors bon, toujours sur ces pylônes, on voit par contre que les claustras et les enrayures sont en meilleur état, enfin, moins en partie haute, où la partie haute de la tour, d'une manière générale, était très endommagée. J'ai parlé de l'escalier, mais pas seulement, au niveau à partir de la plateforme de l'ascenseur et la plateforme visiteur. Ah, j'ai des difficultés voilà. Voilà, on arrive à la plateforme sommitale, pardon. Donc, on devine l'escalier, la flèche, voilà, l'escalier ici totalement ouvert, donc qui a donné lieu, quasiment à une reconstruction complète, hein, puisque par la suite et puis, beaucoup de désordres accentués, enfin, on pouvait même s'interroger sur la stabilité de l'ornementation, enfin, de l'arc sommital, mais bon, apparemment, il n'y a jamais eu de chute majeure. Bref, le sujet était bien posé et en particulier celui-ci, en fait, on se rendait compte sans investigation supplémentaire à l'œil nu que le ferraillage, bah, comme tous les édifices de l'époque, était constitué de fer doux, mais des fers doux lisses, hein, comme le voulait l'usage à l'époque. Et cette image est doublement intéressante parce qu'on voit effectivement déjà bon, triplement intéressante. On voit déjà l'aspect lisse de ces fers, donc l'absence de crantage, qui pourtant ce sont les armatures du béton armé jouent leur rôle
essentiellement aussi parce qu'elles sont crantées, elles assurent l'adhérence avec le béton et donc la retenue des efforts de traction. On conçoit bien ici que c'était plus délicat puisque ces aciers sont lisses. Deuxièmement, on voit la corrosion active qui s'en est emparée, donc, dont Jean parlera par la suite. Et on voit donc ces couches d'oxyde qui se sont concrétionnées autour, en fait, et qui finalement font foisonner l'armature. Et à force de foisonner, puisqu'il y a une augmentation de volume inhérent à la formation d'oxyde de fer, fait éclater le béton, ce qui explique aussi une partie des désordres rencontrés. Enfin, ces armatures, on ne le voit pas ici, mais elles ont aussi des caractéristiques mécaniques très insuffisantes au regard des normes actuelles. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs elles ne sont plus utilisées et interdites d'utilisation depuis les années 50, quoi. Mais donc ceci aussi a contribué à une absence de retenue là où elles auraient pu intervenir de manière plus active. Alors les investigations, comme j'ai dit, ont été de toute nature, mais pardon, pour résumer, ce qui était réellement utile pour les besoins du chantier de restauration, c'était déjà connaître ce fameux enrobage, donc la couche de béton qui recouvre les armatures jusqu'au nœud extérieur, qui assure leur protection. La reconnaissance de ce ferraillage à proprement parler, même si visuellement on en voyait déjà une partie. L'état de corrosion des armatures, qui était une donnée majeure, puisque on sait que la corrosion finit par dissoudre les armatures et donc réduire leur diamètre. Et à partir de là, les armatures ne fonctionnent plus comme elles devraient le faire. Et puis, bien évidemment, faire des prélèvements pour les besoins d'analyse en laboratoire, donc à la fois des armatures et du béton. Alors les enrobages, on va le voir, donc ils sont très variables, parce que parfois ils étaient nuls, 0 mm, c'est-à-dire les armatures étaient directement affleurantes. J'en ai déjà touché un mot en disant que probablement à l'époque, les cages avaient bien bougé. Et puis il n'y avait pas surtout les règlements comme aujourd'hui avec des spécifications très strictes selon l'environnement, l'usage, etc., de respect de cet enrobage. Et donc à l'époque, c'était une donnée un peu aléatoire. Donc on retrouve, vous voyez, des choses très variable, mais globalement, si actuellement, on pourrait dire pour un ouvrage de ce type, on serait plutôt autour de 30 à 50 millimètres. À l'époque, voilà, il y avait une grande variation, et ce qui explique une partie des pathologies visibles. Alors, le sujet de la corrosion, donc, ça, je vais le laisser à mon collègue de LRMH, donc à Jean, donc je vais pas le déflorer, je laisserai le développer, même si c'est une donnée importante et une donnée clé, effectivement, on va dire dans la réflexion générale qu'a menée François Botton pour la définition des travaux. Ensuite, il y a eu toute une campagne de prélèvement, alors, ce qui n'était pas toujours aussi simple qu'aujourd'hui, parce qu'il y a à l'époque, enfin qu'aujourd'hui ou qu'hier, parce qu'il n'y avait pas d'échafaudage, donc c'était toujours très acrobatique. Et là, les entreprises spécialisées s'en sont données à cœur joie. Donc des prélèvements donc, de béton, d'armature à tout niveau. Donc on voit ici sur le schéma, notamment lors de notre dernière intervention en 2019, voilà le plan de prélèvement. Donc toutes sortes d'éléments ensuite répertoriés, analysés en laboratoire. Donc rien qu'à cette échelle, déjà, on se rend compte de beaucoup de choses. On voit que parfois le béton n'est pas monolithique, mais il y a plusieurs couches. Il peut y avoir différentes couches superposées, plus ou moins adhérentes. Des granulats parfois très grossiers, c'est-à-dire une granulométrie probablement mal maîtrisée du cortège gravillonnaire. Voilà, la présence de fissures, etc. Et puis ces aciers lisses, surtout, est très corrodé, quoi. Une première mesure un peu élémentaire au niveau du laboratoire, c'est tout de suite s'intéresser, on va dire, à l'ampleur de la carbonatation du béton, qui est un phénomène naturel, je le répète, qui affecte tous les bétons de la Terre, si on voulait dire. Et donc la manière la plus simple finalement qui reste toujours, c'est la coloration, donc la mise en évidence par un indicateur coloré qui devient rosé lorsque le pH est supérieur à 13 et qui devient incolore en dessous. Donc c'est aussi simple que ça, et ça permet de révéler immédiatement l'étendue de cette carbonatation. Comme on peut le voir ici, vous voyez toutes ces tranches incolores, enfin couleur béton, montrent bien que le béton a perdu toute sa chaux et qui s'est transformé en calcite avec pour conséquence un abaissement du pH qui favorisera les phénomènes de corrosion dont parlera Jean par la suite. Alors, on retiendra quelques valeurs clés. Alors, sachez, voilà, par expérience, et c'est ce qui est mis dans la littérature, en moyenne, un béton, alors c'est difficile de dire un béton parce qu'il y a autant de béton que de construction quasiment, mais on retient en général 1 millimètre par an.
Bon, donc vous voyez finalement pour un édifice qui a 100 ans, on n'est pas si loin que ça du modèle puisque bon, voilà, entre 100 et 150 millimètres, c'est voilà, c'est à peu près cohérent. Bon, tout ça, c'est effectivement intimement lié à la porosité du béton, ses conditions ambiantes de ventilation, un certain nombre de paramètres qui accélèrent ou qui ralentissent le phénomène. Mais ce phénomène, évidemment, enfin, l'amplitude de cette carbonatation est à rapprocher immédiatement avec les épaisseurs d'enrobage. Vous comprenez bien que tous les aciers qui seront recouverts par cette carbonatation ne seront plus protégés, on va dire par le caractère basique et alcalin du béton qui naturellement les protège. Alors, à un moment donné, il faut bien voilà, synthétiser les données. Je vais vous passer des tableaux de chiffres. Donc, ouais, la carbonatation, j'en ai parlé. Donc, globalement, vous voyez, finalement, on va retenir une épaisseur moyenne de 50 millimètres peut-être, mais finalement inférieure peut-être à ce qu'on aurait pu s'attendre à trouver, mais en tout cas largement supérieure aux valeurs d'enrobage moyen. Alors, sur le ciment, alors en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même deux natures, pour faire simple, et je ne veux pas rentrer dans ce débat de spécialistes, surtout devant Cédric Avanier, mais bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que le ciment des poteaux principaux, donc lui, finalement, c'est un ciment marseillais. Alors, les anciennes carrières de l'Estac, là, le ciment que c'était appelé à l'époque le flambeau, ou flamboyant. Donc, pour une fois, Marseille voilà, s'est illustré de cette façon. Alors, pourquoi? Alors, probablement, Cédric, il n'aura peut-être pas l'occasion d'en reparler, mais c'était parce que le ciment grenoblois avait été réputé pour faire prise trop rapidement, ce qui aurait pu compliquer quand même le chantier. Et ce ciment marseillais avait au contraire une réputation d'être une durée d'utilisation plus longue dans le temps, mais aussi après une montée en résistance suffisamment rapide aussi pour contenter les besoins de l'ingénieur. Et par contre, le ciment des claustras, parce que celle-ci était préfabriquée, c'était un ciment grenoblois. Alors, plusieurs hypothèses aussi, des ciments Bayard probablement, bon, qui ensuite ont rejoint un groupe Vicat, mais bon, de Grenoble, bon, c'est un ciment grenoblois, on retiendra. On voit aussi qu'à l'époque, la notion de dosage en ciment et de formulation des bétons, c'est quelque chose qui était encore un peu soumis à l'aléa, parce qu'on voit, vous voyez, une grande variabilité entre 180 et 485, donc on retrouve de tout. Donc, parfois de très bons bétons, c'est évident. Un béton dossé à 480 kg, généralement, il résiste bien. 180, effectivement, c'est moins le cas. Et bon, dans certains cas, on ne peut pas lui demander une longue durée de vie. Le rapport eau sur ciment, donc ce fameux rapport E sur C aussi, très variable. 0,4, c'est très bon. 0,8, c'est bien moins bon, mais ce n'est pas non plus totalement à côté de la plaque. Pardon. On a aussi des granulats alluvionnaires alors de toutes origines. Alors là, effectivement, à l'époque, on prenait directement dans le lit on va dire des torrents voisins. Donc, encore une fois, si la DRAC a joué un rôle majeur dans cette opération, le DRAC lui aussi a apporté sa contribution, avec un gros cortège de gravillons alpins. On le verra par la suite, des granites, des micaschis, toutes sortes d'origines minéralogiques diverses et variées. Quelques espèces réactives. Alors réactives, pour les non-spécialistes, simplement, il faut savoir que certains minéraux, certaines roches ont la propriété de réagir avec les alcalins du ciment et de provoquer une expansion. On parle de réaction alcali-granulat. Et bien évidemment, ces espèces sont actuellement fortement proscrites pour la constitution des bétons. Et malheureusement, à l'époque, on ne le savait pas encore et on en retrouve. Mais on verra par la suite que finalement, c'était juste en dessous, probablement en dessous du seuil qui aurait pu déclencher ce type de pathologie. Bon, ces éléments alcalins, justement, très nombreux, mais ça, c'était lié aussi à la fois aussi probablement des minéraux qui pouvaient en apporter, mais aussi à la fabrication des ciments pour lesquels il n'y avait absolument pas, on va dire, cette exigence de limiter leur teneur, comme c'est le cas aujourd'hui. On le voit donc des bétons très poreux, entre 13 et 25%. Donc 25%, c'est un béton qu'on pourrait qualifier vraiment de médiocre en termes de qualité mécanique. Par contre, 13%, c'est un bon béton, il n'y a rien à dire. Donc, vous voyez, encore une fois, une grande variabilité. Avec des résistances finalement qui sont à peu près logiques, mais finalement pas si mauvaises. Bon, après, le béton a quand même eu 100 ans pour développer sa résistance voilà, et monter en résistance. C'est une hydratation, c'est un processus qui ne s'arrête quasiment jamais, donc jusqu'à l'épuisement complet de la matière anhydre, mais il en reste toujours. Donc on a quand même un béton qui a une classe moyenne C30-137, si on voulait faire une comparaison avec ce qui se fait actuellement. Et puis très peu de chlorure, mais néanmoins un petit peu. Alors
qu'on peut aussi probablement attribuer à la pollution atmosphérique, ça c'est inévitable. Et par contre, beaucoup de sulfates, des sulfates en quantité même astronomique, là, l'effet pollution atmosphérique de la ville est indéniable. Alors quelques zooms comme ça sur des tableaux de résultats, simplement c'était pour faire ressortir l'hétérogénéité. Vous voyez ici des résistances mécaniques où, sur une série de béton autour de 30 mégapascales, tout d'un coup, boum, on peut trouver 14. Bon, 14, c'est même pas admis dans les règlements, quoi. Voilà, il faut savoir. Un autre exemple aussi avec les valeurs, les résultats sur les armatures, donc ces fameux fers doux. Vous voyez que des valeurs de résistance élastique sont très faibles, hein. Actuellement, on est plutôt entre 400 et 500, hein, et là, on a des valeurs quand même faibles et qui sont plus cohérentes avec les règlements actuels, d'où leur interdiction. Alors, un autre élément clé aussi qui a été déclenché par François Botton, qui nous a demandé un jour, mais si finalement, ce serait peut-être intéressant de voir si ces armatures se dilatent exactement comme le béton, comme c'est le cas aujourd'hui. Un béton armé, ce n'est pas le fruit du hasard. Si on associe ces deux matériaux, métal et acier, c'est parce qu'ils ont des coefficients de dilatation très proches. Et donc, au final, ils peuvent se dilater, se contracter ensemble sans dégrader la structure. Et on s'est rendu compte, en fait, en laboratoire, donc en faisant des essais de dilatation sur les armatures nues, en rouge ici, ou sur le béton, en bleu ici, que déjà, il y avait un différentiel de dilatation, mais qu'ensuite même le retour à zéro n'était pas si simple que ça. Il était assez long à obtenir, ce qui peut aussi contribuer à une cause de vieillissement, on va dire de fatigue du système. Il faut imaginer qu'à chaque cycle de dilatation et retrait, on va dire, hein, à l'occasion des épisodes diurnes et nocturnes, et en particulier l'été, à chaque fois, il y a un petit glissement des armatures qui se produit, qui contribue à un vieillissement, finalement, et un phénomène de fatigue. Voilà, et donc François Botton avait demandé justement à faire des calculs estimatifs simples, mais dire, finalement, voilà, si on prend ce qu'on appelle une pluie d'été, donc une pluie qui arrive soudainement et qui produit un choc thermique sur l'édifice, finalement, sur un linéaire de 10 mètres, donc la tour, je rappelle, en fait 92. Voilà, donc on a déjà, donc, voyez, un différentiel de 3 mm. Donc, vous multipliez ça par la hauteur de la tour. Donc, on peut comprendre que là, on touche plusieurs centimètres. Sur la longueur, ça peut expliquer ce phénomène de fatigue, de coulissement. Et ce coulissement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi provoquer l'accélération d'agents extérieurs, donc évidemment du gaz carbonique, de l'humidité en général, et contribuer et faciliter cette corrosion, forcément. Et puis, ça va nuire surtout à l'adhérence des armatures. Alors pour terminer, quelques images. Voilà, ça c'était pour illustrer la diversité des granulats, donc ces fameux granulats donc de toutes origines, hein. On retrouve tout le cortège alpin, c'est très intéressant à étudier, hein, des micaschistes, des chlorites, enfin toutes sortes d'éléments. Cette fameuse silice réactive, donc on retrouve aussi dans d'autres édifices alpins, hein, et qui ont donné lieu à des pathologies célèbres, enfin avec l'alcali-réaction, notamment le barrage du Chambon, qui est pas si loin d'ici. Voilà, donc je ne vais pas m'appesantir sur ce sujet. L'examen final au microscope électronique à balayage, qui est un peu le juge de paix pour statuer, vraiment valider l'occurrence ou pas de certaines pathologies, finalement, n'a fait que confirmer ce que j'ai dit précédemment. Donc voilà, un ensemble, finalement, une matrice très carbonatée, mais ça, rien de nouveau. Quand même la présence de sulfates, mais qui sont restés sous la forme de gypse, c'est-à-dire on retrouve très peu d'espèces secondaires qui auraient pu se produire au contact du ciment, à savoir ce qu'on appelle l'étringite. Même si on en retrouve partiellement, en tout cas, on n'a absolument pas de foyer d'étringite foisonnante qui déstructure les bétons et qui aurait pu vraiment menacer la tour. Ce n'est pas le cas ici, simplement quelques petits foyers localisés. Et donc pareil, absence de gel d'alcali-réaction. Donc finalement, le patient était plutôt sain, comme souvent ces bétons anciens, en fait, hein. On retrouve un peu la même chose dans les bétons de Le Corbusier, probablement du fait d'une protection apportée par des dosages en ciment très conséquents. On ne faisait pas l'économie et finalement, c'était au final, et il en ressort une meilleure conservation du matériau. Voilà, donc pour conclure, parce que je crois qu'il faut aussi que j'avance. Donc on retiendra donc quand même un état de corrosion des armatures très avancé visuellement. Et donc l'enjeu était aussi de s'assurer, est-ce que cette corrosion était toujours active ou pas? Finalement, est-ce qu'il fallait la contrer, la stopper,
prévenir la suite et puis de toute façon, on devait composer avec puisque la structure était affaiblie. Et donc, on peut aussi, en conclure que cet effet de déversement, enfin les désordres observés jusqu'au déversement de la tour finale, a pu être provoqué aussi, par cette coalescence d'éléments, donc ces aciers lisses qui n'exerçaient pas de retenue sur le béton, leur mise à nu, les cadres sous-dimensionnés, la corrosion de ces cadres. Les effets, de dilatation différentielle entre ces armatures et le béton qui ont conduit à une fatigue, la corrosion qui s'est installée et puis finalement un appel au vide aussi qui a peut-être été aussi accentué par des désordres sur les plateformes sommitales qui jouaient un rôle aussi d'ancrage de l'ensemble et la tour a peut-être aussi commencé à s'ouvrir avec en plus des déficiences sur les pieux à l'époque. Voilà, donc comme quoi finalement partant de quelques éléments simples, on se rend compte qu'on a une histoire très complexe où tout est lié et tout est enchevêtré et le rôle de l'architecte est, d'arriver, en refaire une synthèse simple et par la bonne définition des préconisations de restauration. Voilà.